Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos abonnés, bonjour à la team fiscale. Aujourd'hui, vidéo importante en matière de fiscalité et fiscalité des crypto-monnaies. On va essayer de répondre à la grande question de savoir est-ce que vous êtes un trader à titre habituel ou un trader à titre occasionnel sur vos gains et vos investissements crypto, puisqu'il y a du nouveau. Et il y a pas mal d'actualités sur ce sujet, donc on voulait revenir en vidéo, vous expliquer assez précisément les différences pour que vous puissiez savoir si vous êtes un trader habituel ou un trader occasionnel. Et en effet, cette question, c'est une question quand même assez importante qui nous revient souvent en commentaire, surtout pour ceux qui vont commencer à faire pas mal d'opérations sur l'année avec des volumes intéressants. Et ça fait notre actualité pour trois raisons. À la fois du fait qu'il y a eu un changement dans le cadre de la loi de finances pour 2022 et on a changé le régime fiscal applicable aux traders professionnels. Donc on passe d'un régime BIC, bénéfice industriel et commercial, à un régime BNC, bénéfice non commercial pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Ensuite, on voulait faire une vidéo réaction sur la vidéo de Asher, le numéro 1 de la crypto, qui a lui fait un rescrit pour savoir s'il était un trader à titre habituel ou un trader à titre occasionnel. D'ailleurs, je vous invite à voir sa vidéo du 17 décembre 2021 pour voir un petit peu tout ce qu'il explique sur son rescrit fiscal et sur le fait que l'administration fiscale estime bien que c'est un trader à titre occasionnel soumis à la flat tax. Donc on va revenir dessus et voir effectivement est-ce que son rescrit va lui être utile, notamment du fait du changement législatif et de la fiscalité applicable aux traders habituels. Donc on a voulu faire un peu un titre putaclic pour justement expliquer cette situation et on verra dans la vidéo que c'est pas vraiment un titre putaclic, puisque du fait du changement de la fiscalité en 2023, il y a également des impacts au niveau de la valeur de son rescrit fiscal. Et enfin également, on voulait vous informer qu'on a mis en place un petit robot pour savoir, après avoir répondu à plusieurs petites questions sur votre activité de trading, si vous avez un risque d'être qualifié comme trader habituel ou occasionnel. Vous aurez le lien en description, on va en reparler à la fin de la vidéo. Donc ça fait pas mal de choses à voir et expliquer dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on vous apporte de plus en plus d'informations gratuites en matière de fiscalité sur notre chaîne YouTube, pour qu'on puisse également monter dans le référencement, avoir plus d'abonnés. Notre objectif, c'est d'arriver bientôt aux 10 000 abonnés. On voulait également vous dire que cette vidéo fait également partie intégrante de notre formation sur la fiscalité des crypto-monnaies. On a une formation de plus de 6 heures où on traite d'à peu près toutes les thématiques en matière de crypto-monnaies. On vise les principes généraux, les opérations plus complexes, également les opérations sur la DeFi, les NFT. On vous explique toute la fiscalité applicable à ces opérations. On vous explique également pas mal de moyens d'optimisation fiscale où on rentre plus en profondeur sur les techniques de donation, de contrats d'échange avec des sociétés à l'impôt sur les sociétés, également d'autres possibilités en matière d'expatriation fiscale. On vous a même fait un top 10 des pays crypto-friendly avec la fiscalité applicable dans ces pays et comment sécuriser votre résidence fiscale lorsque vous allez vouloir vous expatrier dans ces pays. En bref, on balaye vraiment beaucoup de choses sur plus de 6 heures de vidéo sur les aspects fiscalité. Et pour ceux qui sont membres, ils ont droit également à des mises à jour régulières par rapport à l'actualité fiscale. Également à terme, on est en train de travailler sur le fait que cette formation puisse devenir elle-même un NFT pour vous donner des accès exclusifs et en fait boucler la boucle de la matière crypto et de faire de notre formation l'objet même d'un crypto-actif. Donc pour ceux qui seraient intéressés par notre formation, vous pouvez regarder le lien en description et on accepte même les paiements en crypto-monnaie. Là, il faut nous contacter directement. Mais en tout cas, on vous encourage fortement à suivre notre formation pour avoir des connaissances complètes en matière de fiscalité des crypto-monnaies. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse sur le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est la différence entre trader habituel et trader occasionnel et comment savoir si vous êtes un professionnel du trading de cryptoactifs, puisqu'on sait qu'il y a une différence fiscale quand même qui est très importante. Si vous êtes considéré sur du gain de cession occasionnel, vous êtes dans les dispositions de l'article 150 VH bis du CGI, donc vous êtes soumis à la flat tax de 30%. Alors que si vous êtes considéré comme un trader à titre habituel, dans ce cas-là, vous êtes soumis aux dispositions qui sont applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire que vos revenus et vos gains vont s'ajouter à vos autres revenus imposables et par conséquent vont venir augmenter votre fiscalité et votre taux d'imposition. Et effectivement, selon les revenus que vous allez faire et toutes les opérations que vous allez faire, vous aurez un taux d'imposition qui sera
par principe supérieur à 30% et qui peut monter selon vos revenus et les gains faits sur l'année, qui peuvent vous faire monter effectivement à un taux qui peut excéder 60% si on prend en compte les cotisations sociales et également si vous êtes soumis à la contribution exceptionnelle sur le revenu, mais là on vise vraiment que les gros patrimoines. Donc il faut faire attention, si vous êtes imposable en BIC, effectivement il n'y a pas cette flat tax de 30% et également vous êtes fiscalisé sur tous vos échanges, même les échanges crypto-crypto. Donc dans ce cas-là, il faut essayer d'optimiser au maximum votre fiscalité et votre régime fiscal pour savoir si c'est plus intéressant d'être sous le régime micro-BIC, régime réel, ou alors carrément de passer sous le format société à l'impôt sur les sociétés. C'est des choses qu'on reprend dans notre formation et sur lesquelles il faut réfléchir si vous voyez que vous êtes considéré comme un trader à titre habituel. Mais effectivement, sur le premier point qu'on voulait développer dans notre vidéo, c'est le fait de changement de la fiscalité à partir des opérations et des sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Un changement de la fiscalité pour les traders considérés traders professionnels. Et dans ce cas-là, on n'est plus sous le régime BIC, mais sous le régime BNC, donc des bénéfices non commerciaux. En effet, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, il y a un amendement qui a permis de changer cette fiscalité et cet amendement a été adopté dans le cadre des débats et dans le cadre de la loi de finances définitive pour 2022. C'est un amendement qui pourrait avoir un avis favorable du gouvernement, nous considérons que les choses sont suffisamment matures, mais nous avons besoin de travailler pour poser le cadre réglementaire. C'est la raison pour laquelle le sous-amendement 2127 à l'amendement 1398 de la Commission des finances précise pour l'alinéa 3 que le grand 1 est applicable aux sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Et effectivement, à compter des sessions réalisées à partir du 1er janvier 2023, vous serez, si vous êtes considéré comme un trader professionnel, vous serez soumis aux règles en matière de BNC. Mais je répète bien que ce changement est applicable à partir du 1er janvier 2023. Donc, pour le moment, pour vos opérations de 2022, si vous devez être considéré comme un trader professionnel, vous serez soumis aux règles BIC. Alors maintenant, vous avez vu qu'on a un changement de régime fiscal. Vous allez me dire, c'est quand même compliqué de savoir si vous êtes en BIC, BNC, habituel, occasionnel. Comment ça marche et quelle est la limite exactement entre habituel et occasionnel. Et dans un premier temps, comme sur l'année 2022, on reste sur une différence entre un régime BIC et un régime flat tax du 150 VH bis, du CGI, il faut regarder ce qui est donné comme explication par la doctrine fiscale sur cette différence sur les critères habituels ou occasionnels. Et là, pour déterminer cette limite BIC flat tax jusqu'à fin 2022, en fait, on a rien ou alors presque rien. En fait, on a deux lignes et demie sur le BOFIP, donc sur la doctrine administrative en ligne de l'administration fiscale, qui va nous dire que les critères habituels ou occasionnels d'une activité va résulter de l'examen au cas par cas des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées. Et là, elle l'explicite un petit peu plus en disant qu'il faut regarder les délais qui séparent les dates d'achat et de revente, le nombre d'actifs numériques vendus ou les conditions de leur acquisition, etc. Donc en fait, pour le moment, pour savoir si vous êtes trader habituel ou occasionnel, il va falloir regarder d'abord le délai de vos positions. Est-ce que lorsque vous faites de l'achat, vous allez revendre le même jour, dans les mêmes minutes? Est-ce que vous allez avoir une position à court terme et vraiment faire du day trading? Et effectivement, plus vous aurez des positions à court terme sur la journée ou sur les minutes ou plusieurs positions sur le mois, et plus vous allez attirer l'administration fiscale sur le fait que vous êtes actif dans votre trading. C'est pour ça que le nombre de transactions que vous allez faire sur l'année va être déjà un critère très important pour déterminer si vous avez une activité habituelle ou occasionnelle. Ensuite, on va regarder également le volume échangé et vos gains réalisés sur l'année en comparaison avec vos autres revenus et les montants investis dans d'autres investissements ou par rapport à votre épargne. Et effectivement, à partir du moment où vous aurez des gains qui vont être supérieurs à vos revenus professionnels ou à vos autres revenus, vous avez également un risque fort que l'administration fiscale estime que vous êtes trader habituel. Et également, on voit les conditions de l'acquisition. Donc sur ce critère, en fait, on va regarder un peu quelles sont vos connaissances professionnelles, vos connaissances sur le domaine crypto. Est-ce que vous avez suivi des formations spécifiques en matière de crypto? Est-ce que vous êtes sur des groupes de trading? Est-ce que vous faites du copy trading? Est-ce que vous vous êtes informé de façon importante avant d'investir? Bon, ce qui est à peu près normal puisqu'on n'investit pas non plus sans regarder dans quoi on va s'investir. Mais on va quand même regarder si vous êtes allé au-delà d'un simple gestionnaire et d'un bon père de famille qui va regarder un petit peu la sécurité de ses investissements et notamment quels sont les risques que vous avez pris sur vos investissements. Et surtout, si vous avez commencé à mettre en place des techniques un peu plus poussées de trading et plus risquées, comme je viens de le dire, notamment si vous faites des shorts, si vous faites des opérations de couverture, de levier, si vous faites des reports, etc. Là, l'administration fiscale sera en droit, notamment par rapport au nombre d'opérations et au volume
et au montant de vos gains d'estimer que vous êtes un trader habituel. Donc on voit, il y a quand même une ligne qui permet de guider et de savoir si vous devez être considéré comme trader habituel ou occasionnel, même si la limite n'est pas claire, il n'y a pas de jurisprudence en la matière, et c'est là où on vient sur la vidéo de Asher, puisque lui-même il a bien expliqué que sur ses gains et sur ses volumes d'investissement et sur ses gains potentiels, il y avait quand même un fort risque qu'il soit requalifié comme trader habituel, et c'est pour ça qu'il a fait un rescrit. Le rescrit, c'est quelque chose qu'on vous parle depuis un moment. Vous avez fait déjà des vidéos spécifiques sur comment sécuriser sa position fiscale, comment faire un rescrit. On vous a aiguillé pour faire vous-même un rescrit et poser les bonnes questions fiscales. Mais effectivement, ça permet une sécurisation de ces opérations lorsque vous allez faire une demande précise à l'administration fiscale sur votre cas particulier. Et si l'administration fiscale est d'accord avec votre position, elle va vous donner un tampon comme quoi par rapport à votre situation fiscale, vous avez ce traitement fiscal et qui vous permet ensuite, en cas de contrôle fiscal, d'opposer cette position pour éviter tout redressement fiscal. Donc c'est des choses qu'on reprend également en plus dans notre formation, mais il faut savoir que c'est la bonne chose à faire si vous êtes effectivement à la limite et que vous avez notamment des gains potentiels très importants, de vous sécuriser en amont de l'opération et de faire une demande préalable à l'administration fiscale pour justement sécuriser vos opérations en matière de fiscalité. Et on voit d'ailleurs que dans la vidéo de Asher du 17 décembre 2021, donc je vous renvoie à sa vidéo, c'est sur son live Twitch, il explique effectivement qu'il a mis du temps pour construire ce rescrit, mais que suite à ce rescrit, il a eu sa réponse en 3 semaines, ce qui est quand même plutôt rapide, puisque par principe on a un délai de 3 mois pour que l'administration fiscale puisse répondre, mais lui a pu avoir sa position rapidement et savoir qu'il était en fait qualifié comme un investisseur occasionnel et que sur ses gains futurs, il ne sera pas soumis aux règles BIC, mais aux règles de la flat tax et du 150 VH bis du CGI. D'accord, à ne pas confondre. Là, je vous parle de 30%, c'est l'impôt que je vais payer comme plus-value sur les investissements de crypto-monnaies que j'ai fait en nom propre. C'est-à-dire que les investissements que j'ai investis personnellement, les bitcoins que j'ai achetés en 2016, que je vais revendre aujourd'hui en 2021 par exemple, pour réaliser, j'ai naturellement pas le même montant. Et donc je ne suis pas trader professionnel, je ne suis pas reconnu comme un trader professionnel, et donc c'est à 30%. Et c'est pour ça qu'on voit l'intérêt du rescrit. Après, il faut bien délimiter l'intérêt du rescrit et comment ça fonctionne, puisqu'on parle bien d'un rescrit pour son cas particulier, pour le cas de Asher, qui a fait un rescrit pour son activité personnelle, donc vraiment sur ses investissements à titre personnel, et il décrit bien en fait quelle est la teneur de ces investissements qu'il a fait que à titre vraiment personnel, pas sur ses activités professionnelles. Il a fait des investissements en 2017 ou sur des années même, il parle de 2015, sur lesquels il a fait certaines opérations, mais que la majorité de ces investissements, c'est des investissements sur de long terme, voire très long terme. Il explique bien qu'il a des positions sur 6 mois, 12 mois ou plus longtemps, qu'il a acheté par exemple du Bitcoin en 2017 et qu'il détient toujours ce Bitcoin actuellement. Donc on voit bien que finalement, par rapport à ce qu'il explique, on rentre bien dans une qualification occasionnelle et pas professionnel, puisque juste pour ses opérations à titre personnel, pour son patrimoine personnel, il n'a pas fait d'opérations à court terme, il n'a pas fait de day trading, il a pris des positions qui étaient très longues, et on comprend qu'il n'a pas fait beaucoup de transactions sur l'année à titre personnel, et qu'il n'a pas utilisé des instruments spécifiques. Et mine de rien, moi je suis un investisseur, mais je ne suis pas un trader professionnel. C'est-à-dire que j'ai pas d'outils d'analyse de courbe, je suis pas tout le temps à regarder les marchés, je prends pas 70 positions par jour. Moi j'achète, je conserve ma position plus ou moins longtemps. En plus mes grosses positions, c'est du très long terme, c'est des positions à 6, 12 mois, 24 mois, des fois 3 ans. J'ai des bitcoins et des Ethers, ça fait 3 ans, ils ont pas bougé les trucs. Et donc je suis pas trader professionnel, je suis pas reconnu comme un trader professionnel, et donc c'est à 30%. Alors effectivement, on pourrait opposer qu'il a quand même une connaissance assez pointue en matière de crypto-monnaie, qu'il est très formé en la matière, et qu'il a accès à des informations qui ne sont peut-être pas les informations d'un bon père de famille type. Et de même, on n'a pas accès à l'intégralité du rescrit qui a été soumis à l'administration fiscale. Et on serait ravi de pouvoir échanger avec lui sur la teneur de ce rescrit s'il veut communiquer sur ces questions-là. Mais on comprend que du fait qu'il ait des montants en jeu très importants, il parle de plusieurs millions d'euros, qu'il avait intérêt à faire ce rescrit en dépensant un peu d'honoraires en avocat, mais d'avoir cette sécurisation sur ses opérations et sur ses gains futurs pour avoir le tampon de l'administration fiscale, comme quoi lorsqu'il va lever ses gains, notamment sur ses positions à long terme, il sera bien soumis à la flat tax à 30% et pas requalifié en trader habituel et soumis aux règles BIC. Donc on voit que jusqu'à la fin 2022, il faut quand même rester sur les critères de délai de vos opérations, sur le volume de vos opérations et de vos gains, notamment par rapport à vos autres revenus. Et enfin, quels sont les moyens utilisés pour effectuer votre activité de trading et effectivement, si vous utilisez des moyens dits sophistiqués de levier, de couverture, de report, de short, etc.
Et d'ailleurs, dans le sens inverse, on peut vous communiquer un des rescrits qu'on a également eu en notre possession, d'une personne qui a fait plusieurs opérations sur l'année, qui avait une activité professionnelle, mais qui a demandé à l'administration fiscale de se positionner sur sa fiscalité. Et l'administration fiscale a estimé qu'il était imposable en BIC, imposable comme un trader habituel, plus qu'il avait déclenché plusieurs plus-values imposables sur l'année. Il avait fait plus d'une opération par jour. On voit qu'il a fait à peu près 365 opérations sur l'année, avec 150 sessions sur l'année, avec des délais de trading et d'achat-revente très courts, parfois sur les mêmes minutes, parfois sur les mêmes jours ou sur les mêmes heures. Et en se détachant que d'une partie de son épargne en matière de crypto-monnaie, donc ce qui a permis à l'administration fiscale d'estimer que les opérations qu'il va faire vont se renouveler fréquemment. Et également, on a pu voir que les gains qu'il a réalisés étaient supérieurs à ses revenus professionnels. Donc l'administration fiscale a pu estimer dans ce cas-là qu'il était soumis aux règles BIC et considéré comme un trader habituel. Et on voit que l'administration fiscale, sur ce rescrit, a bien regardé les conditions d'acquisition des crypto-monnaies et a considéré que l'acquisition de ces crypto-monnaies était dans une vision spéculative pour valoriser à terme l'épargne du contribuable, et également qu'il y avait eu une mise en place d'une stratégie avec vraiment une vigilance permanente des cours de crypto pour effectivement faire fructifier l'épargne du contribuable. Alors on sait qu'en matière de crypto, comme les cours changent souvent et il y a une fluctuation quand même importante, on passe très vite du temps sur les plateformes et les exchanges, et ce qui potentiellement pourrait emmener une requalification. Mais on voit qu'un des critères importants, c'est le délai de vos opérations et de vos positions entre vos achats et reventes, et également le volume de gains et de cessions sur l'année par rapport à vos autres revenus. Donc on voit que Asher, dans ce qu'il explique dans sa vidéo, s'écarte de ses positions, puisque lui, à titre personnel, et je répète bien à titre personnel, il a des positions sur de long terme, sans vision permanente et vigilance permanente sur les cours. Donc on voit que le rescrit peut être intéressant pour sécuriser votre position et pour savoir si vous êtes du côté habituel ou occasionnel et si vous êtes du côté BIC ou du côté flat tax. Puisque comme on l'a expliqué et comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, si vous faites un rescrit, vous aurez la sécurisation fiscale de vos opérations par rapport aux opérations que vous avez décrites dans le rescrit. Et d'ailleurs, même si l'administration fiscale estime que vous êtes un trader habituel, vous pouvez contester le rescrit et faire appel de ce rescrit pour essayer de bouger cette position. Et grâce à ce rescrit, l'administration fiscale sera engagée par rapport à ce que vous avez répondu et sera limitée dans son droit de remettre en cause votre situation fiscale. Mais par contre, pour revenir à notre titre de la vidéo, il y a plusieurs limites sur l'application du rescrit et sur la sécurisation fiscale de la réponse de l'administration fiscale. En effet, comme on vient de le dire, c'est par principe, si elle vous confirme la position que vous avez demandé dans votre rescrit fiscal, vous n'aurez plus de redressement fiscal sur cette position. Mais bien sûr, pour que le rescrit soit valable, il y a toujours des conditions. Il faut que la demande soit faite de bonne foi. Bon, là, il n'y a pas de problématique particulière. Et on peut avoir une remise en cause de la bonne foi, c'est si vous envoyez plusieurs rescrits à plusieurs centres des impôts. Ensuite, il faut savoir que la réponse de l'administration fiscale ne vaut position que si vous avez respecté la situation que vous avez énoncée à l'administration fiscale dans votre rescrit. Et enfin, que vous êtes bien conformé à la solution donnée par l'administration fiscale dans le rescrit. Et il y a une précision très importante, et c'est là on en revient à notre titre putaclic qui en fait n'est pas un titre putaclic pour notre vidéo, c'est la fin de la garantie du rescrit fiscal sur la situation applicable. En effet, il y a plusieurs possibilités de fin de garantie, notamment si la prise de position de l'administration fiscale se trouve périmée du fait d'un changement intervenu dans la législation, puisque la réponse qui a été faite dans le rescrit va perdre toute valeur dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, et sans que l'administration ait à communiquer aux contribuables la péremption de sa réponse dans le rescrit. Ou alors également s'il y a un changement de doctrine fiscale sur l'interprétation d'un texte fiscal et sur la position donnée dans le rescrit. Et c'est là où c'est un point important, puisqu'on suppose que Asher a fait un rescrit par rapport aux conditions d'application de la limite trader habituel et trader occasionnel sur les règles applicables sur 2022, puisqu'il exprime qu'il a fait ce rescrit pour faire ses sessions sur 2022. Mais on vous rappelle, comme on a vu en début de vidéo, c'est que le régime de la fiscalité en matière de trader professionnel va changer à partir de 2023. Donc on a un changement de législation. On espère qu'on aura une doctrine fiscale qui va venir expliciter les conditions trader professionnels et non professionnels. Et effectivement, dans ce cas-là, on aura également une nouvelle doctrine fiscale. Donc le rescrit fiscal qui a été fait par Asher, s'il n'a pas anticipé ce changement de législation, et dans tous les cas, il ne peut pas anticiper une doctrine fiscale qui n'est pas encore en vigueur, par principe, il ne vaudrait plus pour ces opérations applicables à partir de 2023. Donc vous voyez bien que notre titre
de la vidéo n'est pas putaclic. Mais par contre, ça ne veut pas dire que Asher va devenir trader professionnel à partir de 2023. Ça ne veut pas dire que pour ses investissements personnels, il y aura un changement de sa fiscalité et qu'il ne sera plus considéré comme faisant des gains de cession occasionnels. Ça veut juste dire que le rescrit de Asher qui a été fait, on l'estime sur la position de la doctrine administrative en vigueur actuellement et sur le régime fiscal en vigueur actuellement, ne sera plus opposable par rapport à la nouvelle législation applicable à partir du 1er janvier 2023 et sur la future doctrine fiscale qui devrait s'écrire sur ce nouveau régime de BNC pour les traders professionnels. Par principe, on va le voir là dans la vidéo, sur les nouvelles conditions habituelles professionnelles et occasionnelles, par principe, ces conditions devraient être plus strictes d'application. Donc s'il a réussi à avoir un rescrit lui permettant de dire qu'il est investisseur à titre occasionnel, il devrait également retomber sur ses pieds à partir de 2023. Mais il ne pourra plus se servir de ce rescrit comme sécurité fiscale. Il devra seulement appliquer les nouvelles conditions d'application pour estimer qu'il est sur des gains de cession occasionnels imposables à la flat tax à 30%. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de voir quelles sont les nouvelles règles applicables en matière de fiscalité pour les traders habituels et quelles sont les nouvelles limites entre un trader professionnel imposable en matière de BNC à partir du 1er janvier 2023 ou un investisseur qui fait des gains de cession occasionnels soumis à la flat tax de 30%. Alors effectivement, comme on l'a dit, on a vu qu'à partir des sessions du 1er janvier 2023, si vous êtes considéré comme trader professionnel, vous serez soumis aux règles BNC. Alors sur le plan de la fiscalité, il n'y a pas vraiment de différence entre BIC et BNC par rapport à votre taux d'imposition, puisque vos revenus vont également s'ajouter aux autres revenus pour être imposés par rapport à votre taux d'imposition. Vous serez également, par principe, selon vos revenus totaux, soumis peut-être au taux maximum de 45%, plus les cotisations sociales, plus peut-être la contribution exceptionnelle sur le revenu, et vous dépasserez toujours les 60% potentiellement d'impôts. Dans ce cas-là également, il faudra toujours réfléchir à optimiser votre fiscalité pour être soit en régime micro-BNC, sous le régime de la déclaration contrôlée, donc sur le régime réel, ou alors carrément passer sous le format société, impôt sur les sociétés. Également, on développe ça dans la formation, je ne développe pas plus dans la vidéo. Mais en tout cas, le but de ce changement, en fait, c'est de pouvoir préciser de manière plus stricte la différence entre un trader professionnel et un trader occasionnel et justement s'écarter de ce caractère habituel. Plus que le but, c'est de se coller à ce qui existe en matière boursière, en matière de valeur mobilière, pour essayer de distinguer entre ce qui existe entre un investisseur type bon père de famille et un investisseur qui agit comme un trader professionnel et dans des conditions analogues à un trader professionnel. Donc c'est vraiment sur une distinction de ce qui existe déjà en matière boursière qu'il faut se caler. Donc là, typiquement, nous avons un bel exemple de proposition d'harmonisation avec le reste de valeurs mobilières qui peut y avoir. Donc effectivement, c'est une avancée utile et nécessaire. D'ailleurs, le but de ce changement avait été clairement indiqué par les députés lors des dépôts d'amendements pour la loi de finances pour 2022, puisqu'on sait qu'avec votre téléphone, vous pouvez faire beaucoup d'opérations en matière de crypto avec des volumes déjà très importants en quelques minutes, en quelques heures. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de délimiter au maximum ces différences pour ne pas requalifier toutes les personnes qui agissent en fait comme un professionnel mais sans être un professionnel. Cet amendement a vocation à clarifier la fiscalité des personnes physiques en matière de cryptoactifs. On avait mis en place avec Monsieur le Président de la Commission des Finances, notamment dans la loi fiscale de 2019, un régime qui était plutôt simple, qui était l'instauration pour les personnes physiques du prélèvement forfaitaire unique, 30% pour les détenteurs de cryptoactifs. Sauf que, à l'aune de deux critères qui sont des critères quantitatifs, on jauge de la question de l'occasionnalité ou de l'habitude finalement des personnes qui manipulent des cryptoactifs. Et il y a un risque et une insécurité juridique aujourd'hui de requalification pour certains de nos particuliers, notamment parce que le nombre de transactions est extrêmement important et c'est facile lorsque vous avez un téléphone portable et que vous échangez des cryptoactifs, et le volume de plus-value est parfois aussi important. Et donc, cet amendement a vocation à clarifier l'insécurité juridique qui règne sur le régime fiscal afférent aux personnes physiques, en s'assurant que l'on copie-colle finalement le régime aujourd'hui des activités de bourse traditionnelles pour s'assurer qu'il s'agit d'une activité professionnelle ou pas. Voilà, je vous remercie. Et d'ailleurs, il est précisé que pour délimiter l'aspect professionnel et non professionnel, on va regarder plutôt des critères qualitatifs. Donc, si le montant total de vos plus-values sur l'année vont être supérieurs aux revenus de votre foyer fiscal, ou si vous utilisez certains outils spécifiques professionnels pour la gestion de votre patrimoine particulier. Donc là, on a vraiment sur des aspects qualitatifs et plus sur des aspects quantitatifs de nombre d'opérations sur l'année et également sur les volumes échangés sur l'année. Même si ces critères pourront toujours être pris en compte,
à titre accessoire pour compléter votre qualification en titre de trader professionnel. Donc c'est pour ça qu'on pourra estimer que vous serez trader professionnel si vous recourez à des outils complexes professionnels, trading complexe, ou alors si vous bénéficiez d'avantages particuliers par rapport à un certain nombre d'opérations réalisées sur les plateformes. Donc là, vous allez me dire, vous avez parfaitement compris la différence entre trader professionnel, trader non professionnel, entre gain de session habituel ou gain de session occasionnel. Et effectivement, vous allez me dire, vous avez tout compris, c'est bon. À juste titre, je pense qu'il faut bien faire la différence entre activité professionnelle et puis activité personnelle, amateur. Et le régime des BNC permet cela. Bien mieux, les critères ne sont pas les mêmes. Et donc à cette aune, on peut plus facilement déterminer la réalité des opérations. Et je pense que c'est une bonne chose et ça clarifie le débat. Mais c'est pas si simple que ça et on voit que finalement ce changement de fiscalité entre un régime BIC et régime BNC avait une volonté de délimiter plus clairement la ligne entre ces deux régimes, mais qu'on voit que c'est quand même une solution qui n'est pas encore satisfaisante. Il y a encore des trous dans la raquette et des délimitations qui restent à fixer par la jurisprudence ou au moins par la doctrine administrative. D'ailleurs, c'est bien ce qui est répété dans le rapport sur la mission d'information sur les cryptoactifs, que l'une des demandes qui était de clarifier cette notion d'activité habituelle dans la doctrine administrative fiscale n'est que partiellement satisfaite. Donc malheureusement, on reste toujours sur du cas par cas, même si là, on a un peu plus de critères, notamment sur le fait de regarder si vos plus-values sur l'année vont être supérieures à vos autres revenus et quels sont les outils que vous avez utilisés pour faire vos opérations. Et d'ailleurs, à ce sujet, au moins du fait de se rediriger sur un régime BNC, on a déjà des apports jurisprudentiels et une doctrine administrative sur la différence sur un trader en matière d'action professionnelle et un investisseur pour la gestion de son patrimoine personnel. Donc on va un peu détailler toutes ces questions-là pour qu'on ait un aperçu un peu plus clair, même si ça reste un clair-obscur sur ces questions-là. En effet, une des précisions importantes sur la clarification entre un trader habituel, un trader professionnel et un investisseur pour son patrimoine personnel, c'est de regarder en fait quels sont les types d'opérations effectuées et les critères importants vont être sur la détention, la maîtrise et l'usage d'informations et de techniques d'intervention spécialisées, ainsi que la recherche organisée au profit d'opérations boursières nombreuses et sophistiquées, type opération de couverture ou de report. Donc ça sera ces critères-là qui vont être importants pour l'administration fiscale, pour vous qualifier en tant que trader professionnel. Et dans la jurisprudence, c'est des critères qui sont également très bien repris sur ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir s'écarter sur le volume des gains réalisés, puisque l'administration fiscale estime que même si les gains sur une année vont être supérieurs aux autres revenus professionnels du contribuable, ceci n'est pas un critère suffisant en lui-même pour qualifier le contribuable d'opérateur habituel, donc de trader professionnel, même si ça sera un critère qui sera quand même pris en compte et se rajoutera à d'autres critères. Donc si c'est le seul critère, effectivement, ça ne sera pas suffisant pour vous qualifier comme habituel, mais ça peut servir en complément pour vous qualifier d'habituel si vous remplissez d'autres conditions d'application. Donc c'est pour ça que, en se reportant sur des conditions d'application en matière de BNC, par principe, la requalification en tant que trader habituel et professionnel devrait être exceptionnelle. L'administration fiscale le précise également dans sa doctrine administrative. Et les seuls cas où vous devriez être considéré comme trader professionnel, c'est si vous avez accès à des conditions de marché et de détention sophistiquées, si vous avez une maîtrise et l'usage d'informations spécialisées qui, par principe, sont détenues que par des professionnels, et également si vous avez mis en place des stratégies et des recherches organisées de documentation et de formation et mise en place certaines opérations sophistiquées, si vous avez shorté, si vous avez fait du levier, des opérations de couverture, de report, etc. pour en fait faire des opérations complexes de trading. Donc on voit le but de passer à partir des opérations et des sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 sous le régime fiscal de BNC, c'est d'avoir cette sécurisation sur vos opérations pour qu'il y ait une remise en cause qui devrait être exceptionnelle en tant que trader professionnel. Mais ce n'est pas parce que c'est exceptionnel que vous ne serez pas retenu comme trader professionnel si vous tombez dans les cases d'appréciation du trader professionnel. Et on le voit bien dans la jurisprudence qu'il y a eu des requalifications en tant que trader professionnel pour ce qui existait en matière boursière. Et ça vise notamment les personnes qui étaient professionnelles de la matière. Et on voit qu'il y a des critères qui se dégagent et qui complètent la doctrine administrative. Notamment dans la première jurisprudence qu'on peut vous montrer, c'est que une personne qui avait un important patrimoine et qui était lui-même professionnel en matière boursière, il a pu en fait, dans le cadre de ses opérations patrimoniales à titre particulier, bénéficier des informations et des moyens qui sont à la disposition du professionnel et qu'il avait lui-même réalisé plusieurs opérations
d'une ampleur et d'une diversité, d'une fréquence importante, rapportée même à l'importance de son gros patrimoine, et qu'il avait également régulièrement utilisé des opérations complexes de trading comme le report. Donc dans ce cas-là, on voit que le Conseil d'État va bien sacraliser 2 critères cumulatifs qui est la possibilité pour le contribuable d'utiliser des moyens et des informations qui sont par principe seulement utilisés par les professionnels, et également regarder dans quelles conditions il a fait ses opérations. Et on voit que lui, même s'il avait un important patrimoine, il a fait beaucoup d'opérations sur l'année avec des volumes conséquents et en utilisant des outils complexes de trading. Dans une deuxième jurisprudence qui a également consacré la qualification de trader professionnel, c'est également une personne qui a utilisé à titre privé les moyens qu'il avait à disposition au titre de son activité professionnelle, qui a également fait beaucoup d'opérations d'une grande ampleur avec beaucoup de fréquence et de brièveté sur la durée des positions. D'ailleurs, lui-même avait fait plus de 2000 ordres sur l'année pour des montants supérieurs, on parlait en francs, de 338 millions de francs et sur des durées de position qui n'excédaient pas une semaine. Donc on voit vraiment là, on est vraiment dans l'archétype du trader professionnel avec des positions brèves pour des montants très conséquents et par l'utilisation de moyens et d'informations qui sont par principe en accès que pour les professionnels. Et si on veut détailler également 2 autres jurisprudences qui ont qualifié également le titre habituel, c'est pour des personnes qui étaient dans un milieu professionnel de trading et qui ont été détenteurs d'informations spécifiques en matière boursière et qui ont également fait des opérations d'une ampleur et d'une fréquence très importante avec la mise en œuvre de moyens normalement réservés par des professionnels, même si cette personne-là n'avait pas mis en place de moyens sophistiqués de trading. Donc on voit bien, là encore, c'est regarder est-ce que vous avez eu accès à des informations qui sont par principe normalement seulement sur accès aux professionnels, et également si vous avez une grande ampleur et une grande fréquence de vos opérations. Et on a également une autre jurisprudence qui complète également sur le fait d'une personne qui a eu accès à des moyens normalement réservés aux professionnels pour la gestion de son patrimoine privé et qui a fait sur les années des gains qui ont représenté entre 91 et 95% de ses revenus de l'année. Il a été qualifié agissant à titre professionnel. Donc on voit, il y a une nouvelle définition du critère professionnel du trading qui va s'appliquer puisqu'il y a un changement de la fiscalité à partir des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Et par principe, vous devrez être requalifié comme trader professionnel de manière exceptionnelle. Et si seulement vous avez accès à des informations privilégiées sur lesquelles normalement ont seul accès les professionnels du trading en matière de cryptoactifs. Deuxième condition, si vous avez des opérations qui sont d'une ampleur, d'une fréquence et d'une brièveté telle qu'on peut estimer que vous avez passé tout votre temps sur ces opérations et que vous avez une activité professionnelle à ce titre. En résumé, il faudra faire attention à partir de 2023 sur les moyens de détention, de maîtrise et d'usage des informations que vous avez pour faire vos opérations et vos investissements. Et notamment, si vous avez accès par vos groupes Discord, par vos groupes Telegram, par vos groupes privés, par vos recherches sur les comptes Twitter, sur YouTube, à des informations qui sont normalement spécifiques à un professionnel du trading en matière de cryptoactifs. Et notamment, si vous avez mis en place une recherche organisée, des stratégies pour avoir accès à des informations qui ne sont pas accessibles de manière simple, pour un simple gestionnaire de patrimoine privé. Ensuite, est-ce que vous avez fait beaucoup d'opérations sur l'année? Est-ce que vous avez fait du day trading? Est-ce que vos positions d'achat-revente sont très courtes sur la minute, sur la semaine, sur le mois? Est-ce que vous avez eu plusieurs opérations? Est-ce que vos opérations sont vraiment fréquentes avec des volumes très importants? Et ensuite, est-ce que vous allez utiliser des moyens sophistiqués de trading type couverture, report? Est-ce que vous utilisez des robots? Vous faites des effets de levier? En sachant que c'est des critères qui vont permettre de compléter une analyse de l'administration fiscale. Et ce qui est important de retenir sur ce changement de fiscalité BIC à BNC, c'est que si même le montant de vos gains va être supérieur à vos autres revenus professionnels sur l'année, ça ne sera pas un critère en lui-même qui permettra de vous définir comme trader professionnel. Même si on a vu qu'il y avait une jurisprudence qui a dit que si ça représente 91% ou 95% de vos revenus sur l'année, effectivement, l'administration fiscale pourra quand même estimer que c'est vos revenus professionnels et que vous devez être imposable sur l'année, notamment s'ils sont conséquents. Mais par principe, ça ne sera pas un critère en lui seul qui permettra de définir que vous êtes trader habituel. Il faudra le compléter d'autres critères, notamment sur les informations que vous avez eues pour faire ces opérations ou sur les moyens que vous avez mis en place pour faire vos gains et vos investissements. Et la deuxième précision importante sur ce changement BIC à BNC, c'est que également le nombre d'opérations faites sur l'année ne doit pas être un élément qui permet à lui seul, à l'administration fiscale, de vous qualifier comme trader habituel. Puisqu'il faudra toujours regarder dans quelle
moyen, vous avez eu accès à des informations. Et si vous avez eu accès à des informations privilégiées, normalement réservées aux seuls traders professionnels, et également si vous avez utilisé des moyens spécifiques et complexes de trading. Mais en tout cas, on voit qu'on reste quand même toujours sur du cas par cas et qu'il y a des limites qui ne sont pas encore claires sur la différence entre professionnel ou occasionnel. Donc on voit qu'il est toujours important de pouvoir sécuriser ses positions, de pouvoir faire pourquoi pas un rescrit comme l'a fait Asher et de faire un rescrit sur les années 2022 et 2023 avec l'application de la nouvelle législation en matière de fiscalité en reprenant la doctrine administrative applicable en valeur mobilière, même si on ne peut pas encore demander l'appréciation de notre situation par rapport à la doctrine fiscale qui arrivera sur l'activité habituelle ou occasionnelle en matière de cryptoactifs puisqu'elle n'est pas encore sortie. Mais une fois qu'elle va sortir, également, on pourra demander position administration fiscale dans le cadre d'un rescrit pour s'assurer que notre fiscalité est la bonne et que vous êtes soumis soit à la flat tax ou soit à la fiscalité BNC. Donc voilà, on a terminé sur toutes nos explications en matière de fiscalité des traders habituels ou occasionnels. Vous voyez, ça fait un gros morceau avec pas mal d'explications pour vous dire qu'à la fin, il y a toujours un risque qui peut être minimisé par le rescrit. Vous avez également, comme je l'ai dit en début de vidéo, la possibilité de suivre notre formation. On vous explique toute la complexité de la fiscalité en matière de crypto-monnaie sur tous les aspects en matière crypto, les possibilités d'optimiser, de sécuriser vos opérations, ou alors si vous voulez également sécuriser vos opérations, on a mis en place un petit robot avec plusieurs questions qui permet à la fin du questionnaire de déterminer rapidement s'il y a un risque ou non que vous soyez trader habituel et de déterminer s'il y a un risque au sujet de votre fiscalité. Et vous avez accès à toutes ces informations dans le lien en description et également dans la description de la vidéo. Donc voilà, on a terminé. On vous remercie d'avoir suivi toute cette vidéo en intégralité. On vous invite encore à vous abonner, à liker, à partager, à vous former avec nous et à nous suivre sur les prochaines vidéos en matière de fiscalité. Merci et à bientôt.